Donc on va parler d'asthme sévère. Donc on est d'accord que l'asthme sévère est censé se définir dans le cadre des paliers 4 et 5, ici, où on commence à parler d'un traitement additionnel par anti-IgE et plus récemment par anti-IL5. On va y revenir. En fait, ce qui est important, et mon topo pourrait s'arrêter là, c'est de quoi parle-t-on exactement ? Et donc c'est ça la vraie question, c'est est-ce qu'on parle d'asthme sévère ou d'asthme difficile ? Et je pense que c'est vraiment, j'allais dire presque, la seule chose à retenir, c'est que en tant que médecin ou pneumologue, il faut savoir se remettre en question face à un patient dont la maladie asthmatique ne va pas bien et on se dit que c'est un asthme sévère. Mais c'est pas sûr. Et il faut savoir si on est un bon médecin, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas loupé des diagnostics différentiels, est-ce qu'on s'occupe de la bonne maladie, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas loupé des facteurs aggravants, et est-ce qu'on a face à nous un bon malade, c'est-à-dire qui prend son traitement de façon à peu près régulière. Tous ces points ont déjà été un peu abordés aujourd'hui. Donc avant de dire qu'un asthme est sévère, il faut réfléchir, et se dire, est-ce que c'est vraiment le bon diagnostic ? Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose ? Diagnostic différentiel. Alors la situation est bien sûr différente, par exemple, ça a été évoqué si on a loupé l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Et c'est un diagnostic qui est difficile, parce que la BPA, c'est pas une forme d'asthme qui apparaît d'emblée. Ça apparaît la plupart du temps une dizaine d'années après le début des symptômes chez un patient considéré comme asthmatique allergique aux acariens. Et donc, il faut se reposer la question de tous les diagnostics différentiels et de certaines formes frontières, avec certaines angéites éventuellement, ou d'autres maladies, avant de dire que c'est un asthme sévère. Le deuxième point, c'est d'identifier les facteurs aggravants qu'on a loupés. Alors, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas le but du topo, mais ça va de l'obésité, troubles du sommeil, la rhinite mal contrôlée, le reflux gastro-œsophagien et surtout l'acquisition chez un patient asthmatique allergique d'un nouvel allergène. Et on sait par exemple que chez des jeunes, chez des gens qui sont un petit peu en dessous de moi, en âge, l'apparition d'un animal domestique à la maison peut provoquer une sensibilisation en quelques mois. Et si l'on n'a pas le réflexe de se poser cette question, on loupe un des facteurs aggravants majeurs. Et enfin, il ne faut pas méconnaître les autres problèmes inhérents à l'asthme difficile, à savoir, certains patients sont des mauvais percepteurs de leur dyspnée. Alors ça va d'un excès à l'autre, mais on a des patients qui vont donc se sentir tout le temps gênés et être accrochés à leur ventoline en permanence, alors que parfois c'est simplement un essoufflement et non pas une crise d'asthme qui les perturbe. Et enfin, bien sûr, la mauvaise observance du traitement de base recommandé, ce qui permet d'insister, mais ça a été fait tout à l'heure largement, sur l'importance de l'éducation thérapeutique. Ça veut dire qu'une bonne prise en charge intelligente, systématique, avant de conclure un asthme sévère, c'est quelque chose d'indispensable. Et donc les biothérapies, ça va arriver après tout ça. C'est intéressant de regarder ce schéma qui est sorti d'un article sur le mépolizumab. Et moi, ce qui me perturbait beaucoup, donc là, c'est le score de l'asthme. Et si vous regardez les points bleus, c'est les points qui bénéficiaient d'un traitement par placebo. Ça veut dire qu'en dehors de la prise en charge qui a été faite dans le cadre de l'essai clinique, les patients, les bleus ici, n'ont pas reçu le traitement. Et on voit que simplement cette prise en charge, et comme dans les essais, on leur impose d'éliminer tel ou tel facteur aggravant, et bien simplement cette prise en charge permet d'améliorer la situation. Et donc ça doit nous faire réfléchir
sur la pertinence de notre pratique, en se disant, avant de s'intéresser aux biothérapies pour asthme sévère, je vais refaire le point chez ce patient et reprendre tout à zéro. Et quand on a tout repris à zéro, eh bien on arrive à l'asthme sévère, dont les définitions, traitement selon les paliers 4 ou 5, une corticothérapie systémique pendant plus de 50% du temps, ou restant non contrôlé malgré cette charge thérapeutique, avec exacerbation sévère fréquente, exacerbation grave plus d'une, obstruction bronchique persistante. Après, on peut commencer. Et donc, juste un schéma très simple, hein, comme disent les immunologistes, mais là c'est vraiment très simple, hein, avec l'épithélium bronchique, tout ça pour montrer le réseau social, oui, le Facebook, quoi, des différents partenaires qui vont de l'IgE à l'IL4, l'IL13, l'IL5, à nouveau l'IL13, etc. Et que c'est à partir de ces informations que l'on pense vraies que vont se développer des thérapeutiques qu'on va appeler biothérapie ou anticorps monoclonaux. Je vous la remets? Non, c'est bon, hein, on y va. Les IgE, IL5, le récepteur pour l'IL5, l'IL4, l'IL13. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux? L'anticorps monoclonal, c'est une immuglobuline de type IgG qui reconnaît un seul épitope. Alors, par exemple, si on prend l'omalizumab, alors c'est toujours des noms à coucher dehors, hein, vous êtes d'accord. Alors, MAB, ça veut dire monoclonal antibody. Omalizu, ZU, ça veut dire que c'est des anticorps humanisés. Omalizumab, Li, ça veut dire que la cible est globalement immunitaire. Et OMA, bien, ça veut dire je suis content de vous voir, quoi. J'en sais rien, quoi. Mais j'ai posé la question au laboratoire, par exemple, Resli. Pourquoi Reslizumab? Pourquoi Omalizumab? Mais ils ne savent pas. C'est un beau jour, dans une réunion, dans les corporates, ils se sont dit ça sonnerait bien, Omalizumab. Et puis c'est tout. Donc tout ce qu'on peut retenir, nous, c'est Li-Zu-Mab. Et on va voir que les anticorps disponibles répondent tous à ces critères de dénomination. Enfin, actuellement, selon ce schéma qui est connu, vous voyez donc la sévérité ici, et le temps qui passe et qui nous emporte là, l'enfance, l'âge adulte un peu plus cogné, quoi. Et donc actuellement, ces biothérapies vont avoir deux cibles. La première, c'est l'asthme sévère allergique, et la deuxième va être l'asthme sévère éosinophilique, parce que celui-ci est fort axé sur l'IgE, et celui-là est très dépendant de l'IL5 et de l'efficacité et de l'affinité de son récepteur à l'IL5. Alors, on a donc l'omalizumab, que vous connaissez, qui s'appelle Xolair, et qui a pour cible l'asthme modéré à sévère, non contrôlé malgré le traitement optimal, allergique à au moins un allergène perannuel. Alors maintenant, bon, là on peut passer, parce que les études ont montré ici, en méta-analyse, que c'était efficace, que les études dans la vraie vie montraient les résultats identiques et que le coût-efficacité était bon. Mais je le redis, parce qu'il faut avoir un aspect pédagogique de répétition, ça n'est vrai que s'il s'agit bien d'un asthme sévère, allergique, et non pas d'un asthme instable, allergique, pour des raisons mal contrôlées d'un nouvel allergène ou d'un facteur aggravant. Je le redis, c'est la première étape. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que cette amélioration, elle se poursuit avec le temps. Donc le maintien du bénéfice après arrêt du traitement, on l'observe encore chez à peu près 70% des patients. Ce qui n'est pas très clair, c'est combien de temps exactement on fait le Xolair. Donc on parle de, on va dire, 3 à 5 ans.
Est-ce que quand on l'arrête, il faut l'arrêter brutalement, ou il faut diminuer les doses, ou espacer les doses? Ça, alors là, on n'a aucune information là-dessus. À titre d'information pour vous, mais ça ne vaut que ce que ça vaut, moi ce que je fais, c'est que je baisse les doses. Donc je diminue les doses à partir de la 5e année, pour les asthmes sévères, ceux qui étaient vraiment embêtés, hein, ceux qui dorment avec et tout, quoi, c'est pas de la plaisanterie. Donc je diminue la dose, s'ils sont à 300 mg, je passe à 150 pendant un an, et si c'est bien contrôlé, l'année suivante, je passe à 75, et ainsi de suite, pour arrêter progressivement. Mais ça n'a de valeur que parce que je le fais. Ça n'est absolument pas démontré. Ensuite, il y a le mépolizumab. Donc le mépolizumab, c'est donc un anti-IL-5, pour lequel il y a eu plusieurs publications en septembre 2014, et globalement, il est maintenant commercialisé sous le nom de Nucala, 100 mg par mois, avec ici un effet sur les exacerbations, par exemple, ou sous mépolizumab, on a un effet qui est largement supérieur à celui du placebo. Bon, là aussi, c'est difficile, parce qu'un des critères pour prescrire du mépolizumab, c'est d'avoir une éosinophilie dans l'année supérieure à 300 éléments. Or, si ce sont des patients qui sont en permanence sous une petite dose de corticoïdes, on n'arrive pas à trouver cette dose de 300 éléments. Déjà, je trouve que 300 éléments, c'est pas beaucoup. Mais l'exiger dans l'année où ils vont pas bien, où ils sont pratiquement tout le temps sous corticoïdes, c'est extrêmement difficile. Et ça amène à des subterfuges pour s'arranger qu'il n'y ait pas trop de corticoïdes, voire pas du tout, et juste avant, quand ils vont pas bien, on refait une prise de sang. 2 doses ont été essayées, 75 mg intraveineux, 100 mg en sous-cutané, avec une efficacité identique, et pour des raisons de simplicité, c'est bien le 100 mg en sous-cutané qui a été retenu. Le reslizumab, donc lizumab, et puis res. C'est donc aussi un anti-IL-5, avec des essais variables, mais on voit que ça peut marcher dans la polypose nasale, sous couvert qu'elle soit fortement éosinophilique, et non pas dans la polypose, par exemple, à neutrophile, comme on la voit parfois associée. Les polyposes de l'intolérance à l'aspirine, par exemple, ne sont pas éosinophiles. Dans l'œsophagite à éosinophile, c'est beauf, et dans l'asthme contrôlé, pas trop mal. Non contrôlé, pas trop mal. Alors ici, donc c'est également commercialisé sous le nom de 5 aéro, et on voit, c'est toujours le même genre de résultat. Là, ici, en palier 5, une amélioration significative du VMS qui gagne jusqu'à 500 ml. Pas mal. Mais ça marche aussi sur les exacerbations, etc. Le benralizumab, donc le lizumab de Benra, lui, il bloque le récepteur cellulaire de l'IL-5. Bon, pas trop mal. Et donc, même genre d'effet, il est commercialisé sous le nom de Fasenra. Et on retrouve toujours, par exemple ici, le nombre cumulé d'exacerbations avec une efficacité par rapport au groupe placebo. Et ici, les exacerbations sévères résultant en hospitalisation avec une efficacité qui est significative par rapport à la dose placebo. La dose placebo, c'est mignon ça. Et le temps pour la première exacerbation, où on se rend compte que on a un effet, c'est assez étonnant ça, parce que c'est un effet qui est équivalent pour la dose de 30 mg tous les mois ou tous les 2 mois. Et ça va être commercialisé tous les mois. La méta-analyse Cochrane montre que c'est bien, 6000 patients, 13 études pour les 3 Zumab correspondants, avec une diminution moyenne de 50% des exacerbations, un gain plus modeste sur le VEMS et une amélioration modeste de la qualité de vie. Mais bon, la qualité de vie, il faut prendre le temps, parce que quand on fait quand même 2 fois moins d'exacerbations et que pour presque la moitié des patients, il n'y a plus de corticothérapie systémique quotidienne, les patients, ils se sentent mieux. Et quand on les voit en consultation,
eh ben, ils sont quand même plus heureux, plus souriants, ils sont heureux de peut être hospitalisés, etc. Donc je pense que l'effet sur la qualité de vie, il faut peut-être un peu plus de temps. Alors, si on les prend maintenant pour ceux qui sont commercialisés, donc le Xolair, omalizumab, que vous connaissez. Alors dans l'ordre, c'est celui-ci, le Nucala, donc l'anti-IL5, 100 mg sous-cutané tous les mois, le 5-aéro, 3 mg par kilo en IV, et le Fasenra, 30 mg en sous-cutané tous les mois. Et puis après, on peut passer tous les 2 mois, après 3 mois de traitement. Alors il y en a d'autres, mais on va passer vite. Le dupilumab, c'est bizarre parce que c'est un anticorps monoclonal qui se fixe sous une sous-unité du récepteur de l'interleukine 4 et que ça bloque en partie le récepteur de l'interleukine 13. Ce qui est surprenant, c'est que les résultats étaient un peu comme les autres, avec une réduction, comme vous le voyez, du nombre d'exacerbations entre le placebo et le produit actif, et un peu la même chose sur le cumul d'exacerbations, et à ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas donné suite. Ils arrêtent. Pour des raisons que moi je ne connais pas, mais je ne suis pas dans les secrets des dieux, quoi. Et puis le lebrikizumab, c'est un anti-IL13, dont je trouve que les effets sont un peu moins marqués que les autres, mais dans les analyses en sous-groupe, en fonction du taux de périostine circulant, eh bien, l'efficacité est bonne quand le taux de périostine est élevé et beauf quand le taux de périostine est bas. La périostine, c'est un marqueur en fait systémique, donc un marqueur sanguin de l'inflammation éosinophilique des voies aériennes. Alors c'est actuellement pas encore disponible, enfin, non, même chez nous c'est pas disponible du tout, ça viendra peut-être. Mais si on regarde ici la sensibilité, la spécificité en rouge de la périostine par rapport, par exemple, au NO exhalé, eh bien on s'aperçoit que c'est un bien meilleur marqueur de l'inflammation bronchique éosinophile que les autres marqueurs dont on peut disposer, le NO exhalé, l'éosinophilie sanguine et bien sûr les IgE. Donc ce sera sans doute un progrès ultérieur que de pouvoir avoir recours à la périostine pour bien sélectionner les patients asthmatiques sévères qui peuvent relever d'une biothérapie de ce type. Alors parmi ceux qu'on connaît actuellement, donc le Xolair sur les IgE, le mepolizumab et le reslizumab bloquent l'IL5, le benralizumab bloque le récepteur. Les autres pour l'instant ne sont pas disponibles et ne le seront peut-être jamais. Alors, pour s'y retrouver à la fin, on pourrait s'arrêter là, mais je réinsiste, il faut que ce soit un asthme sévère, pas un asthme difficile. Si ce n'est pas un asthme sévère, eh bien on revient à la stratégie GINA en insistant sur ce qui a été très bien fait tout à l'heure, la prise en charge globale de l'environnement, et je retiens vite aussi, et l'éducation thérapeutique, et la place, le cas échéant, d'immunothérapie spécifique. C'est un asthme sévère, oui. Si c'est un asthme allergique, la première stratégie, c'est d'abord le Xolair. Si c'est un asthme non allergique, eh bien, si on a des stigmates d'un asthme éosinophilique, avec des marqueurs d'éosinophilie haut, on peut avoir recours aux anti-IL5, donc le mepolizumab, reslizumab, benralizumab, et puis après, on verra si ça suit pour le reste, quoi. Si c'est un asthme non allergique, non éosinophilique, eh bien on se retrouve avec des stratégies que l'on peut proposer, les macrolides, il ne faut pas les oublier chez ces patients-là, et la thermoplastie éventuelle. Et enfin, il faut relier les deux, c'est-à-dire que si le Xolair est un échec au bout de 4 à 6 mois, il est très possible, s'il a les marqueurs THEO, l'éosinophilie élevée, que l'on trouve l'efficacité à ce moment-là avec un anti-IL5.
Je le répète, l'observance et les barrières à l'observance, le diagnostic, les facteurs aggravants, et puis après, on discute l'augmentation de paliers thérapeutiques, voire vers une biothérapie de celle qu'on a vue. En conclusion, on insiste sur la nécessité du contrôle de l'asthme et de la place de l'éducation thérapeutique. Il s'agit bien d'asthme sévère, pour lequel on trouvera une place pour les biothérapies, le cas échéant pour la thermoplastie. Et les traitements, c'est ce qu'on vient de voir, avec une place d'abord pour le Xolair dans l'asthme allergique, et d'abord pour les anti-IL5 ou l'antirécepteur d'IL5 dans l'asthme éosinophilique, en sachant que ceux-ci peuvent passer dans cette case-là après. Comme vous voyez, on a déjà dit que l'asthme était complexe. C'est vrai. C'est comme le cerveau des femmes. Voilà. C'est exactement comme le cerveau d'une femme. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est magique. Mais bon, ça se voit quand même. Et après, je m'arrête parce que, regardez ici. C'est un compliment, là. Régulièrement, elle dit non. Je vous remercie. Un grand merci pour cet exposé très clair, didactique. Vous avez bien compris qu'avant de se jeter sur une biothérapie, il faut d'abord faire un bon diagnostic, avoir un bon malade, etc. et être bien éduqué. Donc c'est très important.